d'être ici aujourd'hui pour le webinaire du CAPRES. Je me présente, Mégane Girard, agente de recherche à l'Université du Québec, et puis je collabore à certains dossiers avec le CAPRES, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Un des mandats du CAPRES, c'est de faire circuler les connaissances de la recherche et de la pratique. Donc, avec une activité comme aujourd'hui, c'est vraiment un objectif de conjuguer les connaissances aux expertises à travers nos panélistes, mais aussi à travers les participants qui sont avec nous. Donc, vous serez amenés tout au long du webinaire à poser des questions, mais aussi à partager vos expériences, donc qui seront vraiment les bienvenus. Donc, ça m'amène au volet technique du webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour la webcam, il y a seulement les animateurs et les panélistes qui ont accès à la webcam aujourd'hui et qui seront visibles tout au long du webinaire. Les participants seront amenés à partager dans la zone conversation du clavardage, donc la zone publique. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez partager des choses pour poser des questions dans cette fenêtre-là, dans la zone conversation du clavardage. Pour les participants, si vous voulez voir le PowerPoint plus grand, vous pouvez cliquer dessus, puis il va s'agrandir directement. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez appeler au numéro qui vous a été soumis là, dans l'invitation. Donc, je le répète, si vous ne l'avez pas proche, donc le 418-657-4130, 418-657-4130. Donc, n'hésitez pas à appeler si vous avez des soucis. J'en profite aussi pour vous dire que tous les webinaires du CAPRES sont enregistrés et sont normalement rendus disponibles 2 semaines après que le webinaire ait eu lieu. Donc, on vous donne rendez-vous sur notre site web pour revoir le webinaire. Donc, je vais maintenant vous présenter notre animatrice, Madame Marjorie Gay. Merci, Madame Gay, d'avoir accepté de jouer ce rôle-là aujourd'hui. Donc, Madame Gay est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences de l'orientation. Elle est conseillère en emploi au service de placement de l'Université Laval depuis 15 ans. Donc, elle travaille plus particulièrement avec des clientèles qui sont issues de la faculté de foresterie, géographie et géomatique, pharmacie et médecine dentaire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Gay qui va assurer l'animation du webinaire. Donc, encore une fois, merci à tous d'être ici, puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Alors, bonjour à tous. Pour aujourd'hui, nous avons des spécialistes de différentes approches qui vont vous parler avec passion de ce qu'ils font, des approches qu'ils ont développées. Et je suis certaine que vous pourrez vous inspirer et prendre des trucs ou des inspirations de projets futurs. Alors, notre premier panéliste dans l'ordre de ma feuille est M. Yves Chochard, qui est professeur au département d'éducation et de formation spécialisée de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Alors, il est également chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche et de développement sur l'éducation et la formation. Alors, vous pouvez voir M. Chochard qui est à l'écran. Par la suite, nous avons également M. Serge Fauché, qui est conseiller pédagogique au Cégep de Thetford depuis 2012. Et il a eu la responsabilité d'élaborer et d'implanter un programme de technique de plasturgie dans la conception d'un modèle avec l'approche duale. Alors, il va nous parler de ça. Également, Louise Ménard, qui travaille au service des stages et du placement de l'Université de Sherbrooke, qui chapeaute une équipe dans le domaine de l'environnement, je pense, excusez-moi. Et donc, elle a 14 programmes à sa charge et dans son créneau, il y a 1000 stages par année qui sont réalisés. Alors, on reconnaît l'Université de Sherbrooke là, pour ses programmes coopératifs. Et enfin, Madame Charlène Marion, qui travaille à l'Université de Bishop, qui maintenant vient d'avoir un nouveau rôle comme coordonnatrice en apprentissage expérientiel. Et elle a également coordonné les stages coopératifs auparavant, toujours pour l'Université de Bishop. Alors, ce sont nos 4 panélistes pour ce matin qui, à tour de rôle, vont prendre la parole. Il y aura également une période de questions après chaque panéliste et une période de questions finale à la fin pour ceux et celles qui auront peut-être des idées ou des questions qui leur seront venues en cours de route. Alors, on commencerait par monsieur, excusez-moi, je vais laisser, ils vont se présenter individuellement pour ensuite enchaîner avec chacun d'eux.
Oui, alors bonjour à tous, Yves Chachard, je suis professeur à l'UQAM au département éducation et formation spécialisée. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques éléments de recherche en lien avec la réussite scolaire, la persévérance scolaire et la formation duale. Donc, qu'est-ce qu'une formation duale peut apporter à des étudiants sous l'angle aussi de résultats de recherche européens, puisque auparavant, en Suisse, j'avais été responsable de plusieurs programmes en formation duale, de la formation des formateurs par rapport à ces programmes. Et également, j'avais dû prendre en charge en partie une réforme des programmes de formation duale. Donc, c'est un peu sur la base de cette expérience et aussi des résultats de recherche que je vais vous présenter quelques éléments par rapport au dual et à la réussite scolaire. Bonjour, je m'appelle Serge Fauché, comme vous le voyez à l'écran. Je suis, en fait, la présentation que je vais vous donner aujourd'hui va parler spécifiquement de l'approche qu'on a créée, c'est-à-dire l'apprentissage en milieu de travail, à partir du projet pilote qui a été demandé par le ministère de l'Enseignement supérieur en janvier 2015. Donc, le programme, je vais vous faire un petit peu l'historique du passage de dual à l'AMT. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Comment on a conçu et élaboré le programme? Comment on a créé le modèle pédagogique? On va vous parler des effets sur la motivation des étudiants, puis je vais vous parler aussi de la persévérance et de la réussite. Et en fin de parcours, je vous ai donné une petite brochure que vous allez pouvoir constater un peu qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises et comment on a fait les liens avec les entreprises pour créer cette approche en milieu de travail pour l'enseignement collégial de ce programme-là. Oui, bonjour, Louise Ménard de l'Université de Sherbrooke. Je vais vous parler aujourd'hui spécialement de notre expérience au niveau pratique, basée sur les observations que nous faisons dans le cadre de notre travail et essentiellement comment nous pensons que l'enseignement coopératif est un élément important dans la réussite à l'université. Voilà. Bonjour, je m'appelle Charlène Marion. Je suis la représentante québécoise pour l'ACDEC, l'Association canadienne d'enseignement coopératif. Je suis ici pour vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe hors du Québec avec mes collègues un peu partout au Canada, avec un focus sur une étude qui a été faite en 2006 avec les universités en Colombie-Britannique et aussi un projet avec la réussite scolaire pour les étudiants en difficulté ou en situation de handicap à l'Université de Toronto à Scarborough. Alors, ayant fait le tour de nos panélistes qui sont prêts à enchaîner un après l'autre, alors on va commencer avec M. Chachard qui va parler de l'approche duale et la réussite de l'Europe au Québec. Merci beaucoup. Dans le cadre de cette présentation, tout d'abord, ce que je voulais rapidement rappeler, c'est la définition de ce que c'est finalement une formation duale, également du point de vue des Européens. Donc, parce qu'on entend beaucoup ce terme circuler, mais qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, par rapport à ce terme, qu'est-ce qu'une formation duale? Tout d'abord, on peut rappeler que c'est une formation qui est tout simplement basée sur la formule éducative de l'alternance, donc une formule qu'on retrouve ici au Québec, à tous les niveaux du système éducatif. Donc, c'est une formule qui conjugue une séquence de formation avec des stages, une séquence de formation au milieu de travail, avec des séquences de formation dans un établissement de formation, que ce soit un établissement professionnel, un établissement technique ou un établissement universitaire, voire même des organismes communautaires qui proposent de la formation en alternance. Donc, on voit qu'il y a toujours toute une activité de préparation dans l'établissement avant que l'activité de stage en entreprise se déroule. Il y a un encadrement qui est fait de la part de l'établissement pendant la séquence de stage et puis qu'il y a un retour, il y a une remobilisation de ce qui a été vu dans l'entreprise par la suite dans le cadre de la séquence de formation qui suit dans l'établissement de formation. Donc, une formation duale, tout simplement, c'est une formation qui est basée sur la formule de l'alternance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en plus derrière cet objectif dual? C'est ça qui est intéressant. En Europe, l'adjectif dual, ce qu'on retrouve dans les lois, dans la réglementation sur la formation professionnelle et technique, c'est que dual, ça signifie responsabilité légale et financière commune.
entre les différents acteurs. Donc légal, toutes les questions d'assurance, de responsabilité vis-à-vis de la personne formée, et financière, la répartition des coûts de formation. Entre qui? Alors entre les entreprises et puis les établissements scolaires. Donc une répartition au niveau local, une répartition aussi plus haut entre le gouvernement et puis excusez-moi, j'ai perdu la présentation en visuel. Voilà, le gouvernement et les organisations du monde du travail. Et entre deux, donc au niveau régional, il y a aussi une coordination qui se fait entre des ministères, des régions, des cantons, un ministère, donc une entité nationale, et puis des entités régionales. Il y a des structures au niveau régional qui coordonnent aussi toute l'activité de formation duale dans les pays européens. Donc, dual, c'est responsabilité partagée entre le monde de l'entreprise et puis le gouvernement, finalement. Ça veut aussi dire que ça signifie aussi qu'il y a un double statut de la personne formée. Donc, elle n'est pas uniquement étudiant, elle a toujours un statut aussi particulier dans l'entreprise. Donc, elle peut être considérée comme stagiaire, on peut appeler ça un apprenti. Parfois, ici au Québec, on va même parler de travailleur dans certains cas particuliers. Mais il y a toujours ce double statut. Et dans le dual, c'est difficile d'avoir uniquement un des deux statuts. Donc, ils sont liés très intimement. Si on perd le statut de stagiaire, dans le dual, on a plus de difficultés à rester étudiant. Et puis finalement, le dual, ça se réfère aussi à un double encadrement. Donc, il y a l'enseignant, évidemment, qui continue à encadrer le stagiaire durant sa période en entreprise. Mais il y a aussi le superviseur en entreprise qui a des responsabilités particulières, qui doit suivre une formation pour être autorisé à encadrer le stagiaire ou l'étudiant. Et si finalement la qualité de la formation en entreprise n'est pas bonne, eh ben, il y a même une perte de l'autorisation de former qui est liée à cette mauvaise qualité de la formation. Donc dans le dual, il y a tous ces éléments-là qui sont en arrière-plan. Et on entend aussi beaucoup parler de système dual. À quoi ça fait référence? Ben, ça fait référence au fait que la formation, avec toutes ces formations avec des stages, elles sont profondément intégrées dans le système éducatif. Donc, dans le paysage éducatif de plusieurs pays européens avec le système dual, eh ben, on va retrouver ces éléments-là qui sont profondément ancrés et qui sont vraiment des voies de formation qui sont très fréquentées. Donc, derrière ça, c'est le deuxième point, il y a un volume de personnes formées qui est très important. On parle d'une personne sur deux, un étudiant sur deux, un étudiant sur trois d'une classe d'âge qui suit une formation en stage. Et en termes d'entreprise, il y a quand même 20% des entreprises, de l'ensemble d'entreprises de ces pays qui participent au système. Donc, ça permet justement d'avoir des entreprises qui rentrent dans le système, des entreprises qui sortent, des entreprises qui vont plus s'impliquer avec des jeunes en difficulté ou des personnes avec un handicap particulier. Donc, il y a aussi vraiment un bassin d'entreprises qui participent au système. Voilà. Ensuite, par rapport à quels sont les apports du dual et de l'alternance, la recherche a démontré des avantages vraiment pour les trois acteurs, que ce soit l'entreprise, l'établissement de formation ou l'étudiant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va passer plus de temps sur l'étudiant. Mais au niveau de l'entreprise, juste rapidement, rappeler qu'il y a vraiment des études aussi, je dirais, économiques et financières qui ont essayé de calculer le coût, le coût lié à la réalisation du stage dans l'entreprise. Et la grande majorité des résultats démontrent que l'investissement est rentable, non seulement durant la formation, donc l'entreprise a un avantage à former des étudiants en stage, alors plutôt des stages de quand même relativement longue durée. Et puis par la suite aussi, elle a tout un avantage puisqu'elle forme sa relève et elle économise sur tous les coûts de recrutement, d'intégration qui pourraient être liés à une absence justement de ces stagiaires. Ça permet, le stage permet une adaptation des jeunes au marché du travail et à la culture d'entreprise. Et puis, ça permet aussi de communiquer régulièrement avec le milieu éducatif. Donc, ça pousse les entreprises à toujours exprimer leurs besoins, à participer à cette analyse du besoin, à clarifier leurs besoins et leurs attentes en termes de compétences. Si on prend l'établissement de formation, donc tout à droite, il y a un arrimage avec le marché du travail qui est intéressant. Ça permet d'enrichir le contenu de la formation en proposant des situations d'apprentissage en contexte. Et puis, ça permet une ouverture aussi face aux problématiques socio-économiques des entreprises. Maintenant, l'étudiant, qu'est-ce que ça lui apporte? Alors là aussi, plusieurs recherches vont vraiment démontrer que ça apporte un plus en termes de compétences. Donc, il y a un développement de compétences particulières et puis une bonne intégration de ces compétences-là.
Ça a un effet sur la persévérance et la motivation, donc ça, je vais revenir là-dessus. Ça permet de valider certains choix. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? En fait, grâce à ces stages, eh ben, ça permet de clarifier, répondre à ces questions. Et par la suite, il y a quand même un effet, en Europe, un effet positif, très positif sur le taux de chômage. Là aussi, je vais revenir par la suite dans la présentation. Donc, quels effets sur la réussite de l'élève? Je me suis rendu compte que l'effet peut être à la fois quelque chose de mesuré de manière assez objective, au moyen d'impact, d'indicateurs, mais aussi quelque chose qu'on peut voir de manière un peu plus subjective. Au niveau objectif, donc ces stages, ces formations duales, alors il y a des recherches qui démontrent que ça a un impact positif, non seulement au Québec, mais aussi bien sûr en Europe. Donc les indicateurs qu'on utilise habituellement, donc c'est la persévérance. Et là, on a des recherches au Québec qui montrent qu'il y a une augmentation de la persévérance chez les jeunes qui participent à des formations avec composantes de stage, une augmentation du taux de diplomation, une baisse du taux d'abandon après 4 à 6 semestres, un taux de placement dans des emplois à plein temps qui est plus élevé suite à des stages au niveau universitaire. Et puis en Europe, une recherche même récente de l'OCDE de l'année passée, donc l'indicateur C5 plus particulièrement, montre que pour les jeunes de 20 à 24 ans, on a un taux d'inoccupation qui est plus faible dans les pays qui offrent de la formation duale. Donc taux d'inoccupation, ça signifie que ces jeunes-là, ils sont ni au chômage, ni ils ne suivent pas de cursus de formation. Maintenant, il faut quand même nuancer ces résultats. Donc, il y a une étude de Nielsen qui démontre que l'encadrement, la qualité de l'encadrement pédagogique des enseignants est quand même centrale pour la réussite du stage. Que la taille de l'entreprise va aussi influencer la manière dont la qualité du stage. Donc, dans des plus petites entreprises, il y a peut-être moins de personnes qui ont du temps disponible pour vérifier que le stage se déroule bien. Le climat de travail dans l'entreprise aussi va influencer la qualité et le déroulement du stage. Plus globalement, la valeur qu'accorde l'entreprise à la formation de manière générale, donc la formation de la main-d'œuvre, si l'entreprise accorde une place centrale à cette valeur-là, les stages se déroulent mieux. Et finalement, au Québec, plusieurs chercheurs posent quand même la question en lien avec la problématique de la sélection préalable des étudiants qui partent en stage. Donc oui, on a de meilleurs résultats, mais est-ce que c'est pas dû au fait que tout simplement on a sélectionné les meilleurs étudiants pour partir dans ces stages, pour aller dans le milieu de travail? Maintenant, je trouve ce qui est aussi intéressant, c'est de percevoir la réussite de l'élève comme quelque chose aussi en lien avec les perceptions de l'ensemble des acteurs. Et là, il y a des recherches en Europe qui ont été faites pour essayer de voir est-ce que finalement la formation duale, ça permet d'occuper le métier ou la profession qui avait été voulue, qui avait été choisie, qui avait été quelque part rêvée par les étudiants. Donc la réponse à ces enquêtes-là est très majoritairement oui. Les personnes les personnes interrogées expliquent qu'elles n'auraient pas souhaité se lancer dans un autre cursus que le cursus de formation en dual qu'elles ont suivi. Il y a toute la question de la valorisation du métier ou de la profession au sein de la société qui est liée à ça. Par exemple, dans tous les pays du dual, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés pour essayer de faire en sorte que voilà, une formation professionnelle, une formation technique ne soit pas dévalorisée par rapport à une formation universitaire. Que ces formations avec des stages ne soient pas un peu une voie de garage pour des personnes qui ont échoué la voie qui mène aux formations universitaires. Alors, quelques pistes de solutions. Donc, dans des pays où justement il y a un problème d'image par rapport aux formations qui a une composante de stage, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Donc là, je vous donne juste quelques exemples. Mais lors d'une conférence l'année passée à Montréal, donc il y avait un responsable d'un centre de formation au Mexique qui avait monté une très belle formation de niveau professionnel et technique avec composante de stage. Et malheureusement, quand il a ouvert cette formation-là, il s'est rendu compte qu'aucune personne ne voulait participer à la formation. Il n'y avait pas d'inscription. Et il s'est rendu compte que c'est un problème de vocabulaire. Donc, le terme formation professionnelle au Mexique est très dévalorisé. Donc, une première solution qu'ils ont trouvée, c'est tout simplement changer de vocabulaire. Donc, si le vocabulaire est connoté trop péjorativement, on utilise d'autres termes pour proposer une formation qui est finalement nouvelle. Ça, c'était une voie intéressante. Et puis, d'autres voies intéressantes pour travailler sur l'image des métiers et des professions auprès des parents.
Donc là, je peux donner l'exemple de la Suisse où il y a quand même un certain nombre de nouveaux arrivants chaque année qui entrent au pays. Et ces personnes-là ne connaissent pas bien finalement le système dual, l'apport des formations duales, et peuvent arriver justement avec des stéréotypes négatifs liés à la formation professionnelle et technique de leur pays d'origine. Alors pour les toucher, les atteindre, ce qui a été une solution concrète qui a été mise en place, c'est tout simplement traduire toutes les brochures d'information à leur attention dans leur langue d'origine. Donc, on aura des brochures d'information sur les métiers et les professions, non seulement dans les langues officielles en Suisse, mais aussi dans beaucoup d'autres langues pour vraiment toucher les parents. Et pour terminer, je voulais vous montrer un exemple de la campagne de promotion qui est mise en place actuellement, qui a commencé en 2015 et qui se termine en 2019. Donc, en Suisse, si vous baladez dans la rue, vous allez tomber sur ce genre d'affiche-là, qui permet de valoriser justement et de continuer à travailler sur la valorisation des métiers. Pour donner l'impression que voilà, quand on apprend le métier de coiffeur, on n'a pas raté sa vie, on a quelque chose qui ne ferme aucune porte. Et c'est intéressant, donc la campagne dure longtemps, donc elle a commencé en 2015, la campagne actuellement, il est prévu qu'elle se termine en 2019. Ce qui est intéressant, c'est que la campagne, c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est aussi à l'attention des parents. Et avec ça, on parle aussi aux entreprises. Donc, on veut aussi continuer à attirer l'attention des entreprises sur l'importance de participer à ces systèmes-là. Voilà, donc j'espère que j'ai tenu mon temps et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, merci beaucoup. C'est toujours intéressant d'entendre des résumés de recherche parce que de faire ces recherches-là et de les trouver, ça demande beaucoup de temps, donc c'est un bon condensé. Pour les questions, on va nous allouer 5 minutes pour ce sujet-là. Ce sera la même chose pour chacun des panélistes. Alors, une des premières questions qu'on a, c'est de Mme Dominique Trudel, à savoir, est-ce que les maîtres de stage de l'entreprise sont rémunérés pour s'investir dans ce projet-là? Alors, bonne question. Donc, en Europe, dans les formations duales, les formateurs en entreprise, ils appellent ça des formateurs en entreprise et superviseurs de stage. La valorisation de leur activité de formateur est laissée à la discrétion des entreprises. Donc, il n'y a pas de règle qui est imposée qui dit que voilà, quand on est formateur en entreprise, on va toucher plus, ou on va recevoir un dédommagement, une indemnité de la part du gouvernement pour cette activité-là. Par contre, ce qu'ils en retirent, c'est quand même, pour être formateur, ils doivent suivre une formation de formateur ou de superviseur. Et cette formation-là, elle est très souvent reconnue partout dans le pays. Et ça peut faire un plus sur le CV d'avoir cette formation-là. Donc, quelque part, on valide certaines compétences pédagogiques grâce à ce papier-là. Ça peut être intéressant, donc si on veut quitter une entreprise pour en rejoindre une autre, démontrer que voilà, on a la capacité de former, alors non seulement les stagiaires, mais aussi finalement les autres collaborateurs de l'entreprise. Donc, ce plus, il est plutôt en termes de compétences que de rémunération directe. Parfait. Alors, comme autre question qui provient de Mme Sylvie Vézina, la différence à votre connaissance entre l'ATE et la formule duale? L'ATE qui se... Oui. Alors, l'alternance travail-études, alors c'est une question complexe parce que l'alternance travail-études, quand même, regroupe des réalités assez différentes. Donc, déjà, l'alternance au Québec, donc l'alternance travail-études, excusez-moi, je vais me concentrer là-dessus, ça couvre plutôt les niveaux formation professionnelle et niveau formation technique. Au niveau universitaire, on va plus parler d'enseignement coopératif. L'ATE au niveau professionnel, on a du développement et de la mise en œuvre des compétences durant le stage, tandis que l'ATE au niveau technique, on aura plutôt une tendance à avoir uniquement de la mise en œuvre des compétences. Le dual, il y a plutôt les deux, donc il y a du développement et de la mise en œuvre des compétences. Donc on est peut-être un peu plus proche de la formule professionnelle que de la formule technique. Dans l'aspect mise en œuvre des compétences entre le dual et puis l'ATE. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on entend dual, ça veut dire 50% du temps de stage en entreprise, et ça, il n'y a pas de règle, c'est pas forcément vrai. La durée du stage en entreprise peut être très variable en Europe, et puis de même que la manière dont le stage est organisé. Donc ça peut être du stage, ça peut être du 3 jours par semaine en entreprise et 2 jours à l'école, mais ça peut aussi être du 1 jour par semaine en entreprise et 4 jours à l'école.
Le rythme, ça peut être une alternance au niveau de la semaine, mais on peut aussi penser à des sessions, des sessions entières en entreprise, un peu comme on fait au niveau universitaire. Donc le dual, ça ne veut pas dire 50% du temps en entreprise. Et à cela, ça se rapproche quand même aussi de l'ATE où on voit vraiment des durées de formation très variables. L'ATE, dans la réglementation officielle, on considère qu'on est en ATE à partir de 20% de formation en entreprise et plus. Mais voilà, ça varie. Et puis, il y a aussi beaucoup de stages qui représentent uniquement 10% du temps en entreprise. D'autres questions? Une qui s'adresse concernant la taille d'entreprise. Est-ce qu'il y a une influence de la taille d'entreprise pour la participation? Et je vais me permettre de la poser en même temps. Est-ce qu'il y a une sélection préalable des étudiants qui est faite lorsque le stage est obligatoire dans la formation ou tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'y inscrire? Oui. Alors, l'influence de la taille de l'entreprise, il y a deux choses à dire. Donc, selon la recherche de Nielsen, il a remarqué, alors lui, il était au Danemark et il a remarqué que les entreprises de plus petite taille avec peut-être un peu plus de mal à encadrer, à offrir un encadrement bien de qualité aux stagiaires. Donc, c'était plus difficile parce que tout simplement, dans une petite entreprise, on n'a pas forcément quelqu'un qui dont l'activité est dédiée à l'encadrement, à la gestion des formations. C'est ce qu'il a observé. Toutefois, il faut aussi bien voir que on a tendance à penser, ouais, mais ces formations duales, c'est que pour les grandes entreprises. Et en fait, il y a quand même beaucoup de petites entreprises, même de micro-entreprises, donc de 1 à 5 personnes, qui participent en Allemagne et en Suisse au système dual. Donc, il y a vraiment des petites entreprises qui voient vraiment leur intérêt à participer à ce système-là. Et c'est pas perçu comme un blocage, la taille de l'entreprise vis-à-vis du fait qu'on accueille ou pas des stagiaires. Au contraire, l'administration a tendance à bloquer, à faire en sorte qu'il n'y ait quand même pas trop de stagiaires dans ces petites entreprises. Donc, on souhaite qu'il y ait au minimum quand même un ratio d'un formateur pour un étudiant dans ces petites entreprises-là. Alors, comme le temps est écoulé, on va passer au prochain panéliste. Je tiens à souligner que les questions qui n'auront pas été répondues pourront l'être à la fin parce qu'il y aura une période de questions générales. Et par la suite, si la question n'a pas pu être répondue, les panélistes pourront répondre et l'information pourra vous être transmise plus tard. Alors, vous ne serez pas en reste là, si votre question n'a pas été posée. Alors, nous serons rendus à notre deuxième panéliste qui est M. Fauché, qui va parler de l'approche duale à l'apprentissage en milieu de travail. Oui, merci, Mme Gay. Alors, comme je vous disais, donc c'est de l'approche duale à l'AMT. Vous venez d'avoir une présentation très claire de ce que M. Chouchard a fait de la compréhension, de ce que nous aussi, on a fait des conclusions de la compréhension du système dual. Puis vous allez voir beaucoup de relations dans ce que je vais présenter qui sont directement associées à ce que M. Chouchard vous a dit. Je vous invite aussi à, d'abord, ma présentation fait suite je suis parti de deux questions qui font suite à le 12 octobre dans le CAPRES, on a dans le dossier Accroître la réussite aux moyens de stage. Il y a eu une présentation qui a été faite à la QPC en juin dernier par le MES, qui, à la fin du processus, posait deux questions très claires, que je vous les répète aujourd'hui. C'est, selon vous, quelles sont les conditions qui doivent être réunies afin de mettre en œuvre des mesures innovantes concernant l'AMT? Et est-ce que l'AMT constitue une source de motivation, de persévérance et de réussite scolaire? Donc, je vous inviterai à un moment donné à aller lire ça parce que ça fait suite vraiment à ce que M. Chouchard présente et ce que moi je vais présenter aujourd'hui dans la façon qu'on a procédé pour mettre en place le système AMT. D'abord, ça fait suite à une demande du ministère, comme je vous disais tantôt. On est le premier projet pilote de mise en place du système apprentissage en milieu de travail qui au départ s'appelait l'approche duale, qui a été modifié en cours de route pour l'apprentissage en milieu de travail. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'au départ, on a consulté, on n'avait pas M. Chouchard comme personne ressource, mais on avait quelqu'un à l'interne qui pouvait nous expliquer, qui a été faire ses études de maîtrise en Allemagne en technique de génie mécanique. Donc, on avait un enseignant qui nous a fait le portrait
exactement ce que M. Chouchard vient de nous faire, très clair sur ce qu'était vraiment l'approche duale, pour bien comprendre vers quoi on s'en allait, puis comment on pouvait intégrer ça dans le système scolaire québécois. La Fédération des cégeps avait créé un document que nous avons envoyé également, qu'on a pu consulter, pour vraiment se faire une idée claire de ce qu'est l'approche duale pour être capable de vraiment la présenter dans notre système scolaire. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est le document que je vais vous présenter à la fin. C'est une finalité de notre démarche avec les entreprises. Et je vais revenir là-dessus tantôt. Je continue avec la conception du modèle AMT. Donc, pour concevoir ça, en ayant eu les connaissances du modèle dual, de l'approche duale, en ayant fait le tour, l'équipe, on s'est penché maintenant sur les limitations du système scolaire québécois, donc collégial surtout, parce qu'on a instauré le programme, vous le voyez, c'est en technique de la plasturgie. C'est le seul programme d'ailleurs qui se donne. C'était un des avantages, c'est que c'est un programme national, parce qu'on peut toucher d'ici, aller jusqu'à l'ouest du pays, toutes les entreprises de plasturgie. Donc, on devait tenir compte de ça, puis en même temps, ce programme-là n'avait pas de compétences, c'était le dernier programme à mettre en compétence et on devait l'élaborer en même temps. Vous voyez qu'il y avait quand même, les étoiles s'étaient bien alignées, en même temps qu'on élaborait un programme par compétence, bien, on arrivait avec un système qu'on voulait mettre en place pour faire de l'approche en apprentissage en milieu de travail. Un des éléments qui était très important à tenir compte, c'était évidemment le côté convention collective, respect des tâches des enseignants dans l'élaboration, parce qu'on s'est dirigé vers un système, vous allez voir, là, on a créé le modèle pédagogique à partir d'une pédagogie traditionnelle. On a créé ce qu'on appelle, on a appelé une pédagogie d'entreprise. Donc, je vous dis, c'est un récit de pratique, ça ne repose sur aucune recherche, qu'il n'y en avait pas. Donc, on n'était pas capable de se baser sur rien. Il fallait créer quelque chose qui se rapprochait du modèle dual, mais qui respectait le système scolaire québécois. Donc, je vais toucher en surface. C'est pour ça que je vous dis à la fin, si vous voulez me recontacter à un moment donné pour avoir plus de détails, je vous en donnerai plus. Mais en fait, je reviens sur la conception du modèle de l'AMT. On s'est basé sur une pédagogie traditionnelle pour s'en aller vers justement un apprentissage dans le milieu de travail, donc une pédagogie qui se ferait dans l'entreprise. Vous voyez la différence entre des stages, parce qu'on a maintenu les stages ATE dans notre grille horaire qui se font exclusivement à la période d'été. Donc, notre modèle pédagogique d'entreprise, je reviens sur ça, c'est vraiment la portion théorique que l'on voit pour tout ce qui est procédural et conditionnel dans les entreprises. On apprend ici, on garde un pourcentage d'enseignement qui est traditionnel, c'est-à-dire la théorie, le déclaratif, certaines théories procédurales, certaines choses qui se font en laboratoire, mais pratiquement tout ce qui est en laboratoire a été transféré vers les entreprises. Donc, on a démobilisé l'enseignement. Au lieu de la faire dans le cégep, elle se fait directement dans l'entreprise. C'est ça le modèle AMT de Tetfeld. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner partout, ça ne veut pas dire que même à l'intérieur du cégep, ça fonctionnerait dans un autre programme, mais pour celui-là, c'était excellent pour pouvoir le faire. On avait tous les éléments en place pour pouvoir réaliser l'apprentissage en milieu de travail, C'est-à-dire que les enseignants vont enseigner directement avec les entreprises et on fait un partenariat avec eux, ce qu'on pourra regarder tantôt avec la brochure. Donc, vous voyez que je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que je pourrais en parler pendant toute l'heure, le reste de l'heure. Mais vous voyez que le modèle qu'on a pris, c'est basé sur la structure duale, le mentorat qui se fait à partir des entreprises. On ne pouvait pas demander aux entreprises d'enseigner les compétences qui sont enseignées au cégep directement. C'est à cause des conventions collectives, à cause des tâches des enseignants, etc. On aurait pu en faire une partie comme il se fait en stage présentement, mais on voulait vraiment changer le modèle complètement, le paradigme d'enseignement pour l'emmener à, OK, on démobilise, on s'en va enseigner directement dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut, ou aller chercher des projets d'entreprise. Vous allez le voir tantôt un peu la variante. Donc, on voulait s'axer aujourd'hui sur ce que ça donne pour les étudiants. M. Chouchard a fait une présentation, et dans sa présentation, l'éventail de ce que ça pouvait donner comme motivation auprès des étudiants. Et je vous dirais qu'on le confirme présentement, on est à la fin de la deuxième année de la première cohorte qui est en AMT. Et ce qu'on constate au niveau de la motivation des étudiants, et malgré le fait qu'on n'a pas des grosses cohortes, mais c'est partagé par tous les étudiants qui sont dans le programme présentement, c'est la variété des entreprises avec lesquelles on a fait affaire était
une source de motivation très importante des étudiants qui le vivent présentement et qui le disent. Donc, ils le font valoir, ils disent, écoute, la variété des entreprises avec lesquelles on fait affaire, que ce soit des petites entreprises, que ce soit des grandes entreprises, on a une variété qui nous permet de faire des choix très importants puis de comprendre ce qui se passe sur le marché du travail, ce qu'on n'aurait jamais vécu dans un cégep, malgré le fait qu'il serait hyper bien équipé. Donc, c'est un avantage marqué. La qualité des apprentissages, les étudiants, à chaque fois qu'ils reviennent on appelle ça la portion stage de notre enseignement. Au lieu de l'appeler laboratoire, on l'appelle stage. L'enseignement qui se fait dans l'entreprise, au retour, les étudiants sont tous extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont vécu et de la part des enseignants également, le constate, les étudiants apprennent beaucoup plus facilement des concepts très complexes en étant directement dans le milieu, en ayant eu cet enseignement-là directement sur place dans les entreprises. Et en constatant que cette même compétence-là est enseignée dans plusieurs types d'entreprises, mais vous voyez que la variété, en l'ayant vu, c'est très difficile de le voir dans un laboratoire. La réalité des apprentissages. La motivation vient aussi du fait qu'on réalise des projets pour l'entreprise au moment où ils en ont besoin, à l'instant même où on y va. Donc, il y a des changements. On peut aller 3 fois dans une semaine dans une entreprise. Pour un professeur va enseigner 3 fois la compétence, mais avec des réalités différentes. Là, on pourrait parler des problématiques ou des difficultés qui entourent la mise en place de la réalité, mais là, on va rester sur la motivation des étudiants. Un étudiant va aller faire cette compétence-là dans différentes entreprises pendant toute sa session, en voyant différents milieux, différentes techniques, mais pour la même compétence ou pour la même réalité d'apprentissage au moment où ils sont rendus dans leur apprentissage à ce moment-là. C'est extrêmement motivant pour eux autres. La présence des enseignants, c'est une motivation supplémentaire à l'apprentissage dans le milieu de travail. Souvent, la période entre le stage, la différence qu'on voit entre le stage clair où on les laisse aller et ils sont dans le milieu de travail, écoutez, il y a un paquet d'avantages pour avoir l'enseignant à côté de lui. Par contre, le modèle qu'on présente, c'est qu'il est rassurant. Il est rassurant pour les étudiants. Lorsqu'ils ont appris, ils se sont trompés dans le milieu de travail sur un équipement qui était là-bas, bon, ben, quand ils retournent en stage pendant la période d'été, ben, ils sont beaucoup plus rassurés, ils sont beaucoup plus efficaces également. Ils ont déjà eu la correction sur place en lien avec ce que la réalité du travail leur propose. Donc, l'enrichissement et la motivation des étudiants est encore meilleur à cause de cette raison-là majeure de la présence des enseignants. Cette motivation-là vient aussi du fait que nos enseignants, c'est des personnes ressources pour les entreprises. Lorsqu'ils arrivent en entreprise, oui, ils sont proches du marché du travail, mais ça donne avec ce programme-là, on parle toujours de technique de plasturgie, que les enseignants, c'est des personnes ressources pour ces entreprises-là. Donc, ils sont rassurants pour les entreprises et en même temps, ben, ils sont rassurants pour les étudiants qui voient qu'ils sont des personnes ressources. Donc, tout ce qui est enseigné par les enseignants est parfait. Moi, excusez le terme, là, je cherche mes mots, mais c'est parfait dans le sens où on est sûr que ce qui est enseigné par l'étudiant, c'est vraiment par l'enseignant, c'est vraiment ce qui se réalise sur le marché du travail. Je ne vais pas m'étendre trop, je reste toujours sur ça. Le contact privilégié avec les différentes entreprises. J'en ai parlé tantôt. Les petites entreprises, un étudiant, là, il y a des étudiants qui aiment les petites entreprises. Il y en a d'autres qui recherchent la grandiose et le bombardier de ce monde qui veut développer à la grandeur du pays. Il y en a d'autres qui sont bien avec des petites entreprises, des petits moyens. Ils veulent même partir leur propre entreprise. Donc, ils ont la chance de pouvoir le vivre en ayant accès à ces entreprises-là. Là, je vous parle d'entreprises depuis tantôt. Je vais revenir sur ça, sur la quantité avec laquelle on fait affaire. Je reste avec la diversité technique. Là, on a la possibilité de pouvoir voir un paquet de choses dans les entreprises. Les étudiants voient les diversités techniques et les diversités d'approches d'utilisation de ces équipements-là. Les entreprises ont des trucs particuliers, ont des approches de gestion qui sont différentes d'une à l'autre. Donc, les étudiants, lorsqu'ils vont dans les milieux d'entreprise, le vivre avec les enseignants, écoutez, c'est impossible de voir ça dans un laboratoire, je m'excuse, mais c'est impossible. C'est la seule possibilité de le faire, c'est lorsqu'on est là. Et je vous inviterai à un moment donné à aller dans une entreprise avec des étudiants, voir comment ça se passe. C'est merveilleux. J'aimerais ça vous inviter tous, mais là, on va manquer de budget. Je ne veux pas perdre de trop de temps. Excusez, je pourrais vous parler plus de temps que 10 minutes. C'est mon problème. Je vais revenir, je vais m'en aller directement sur la persévérance et la réussite. C'est d'ailleurs la raison d'être du CAPRES, et ça va terminer un peu ma présentation. Tout ce que M. Chachard vous a présenté tantôt, c'est exactement
ce qui se passe en persévérance et en réussite. Puis je vais vous le résumer très clair. Là. Il y a plus de persévérance parce que la concrétisation de la persévérance, elle est faite dès le premier contact avec les entreprises. Le premier jour qu'ils rentrent en technique, ils ont déjà un cours en entreprise et à la fin de la session, ils savent déjà s'ils vont rester ou s'ils vont partir. Donc, la garantie du métier qu'ils ont choisi est déjà pratiquement sûre à 100%, avec quelques variables, bien sûr, de réussite. Et quand on parle de réussite, je vais prendre une analogie de plastique. La pièce est beaucoup plus résistante à coût moyen, au même coût. À la fin du processus de formation, les étudiants ont atteint une compétence plus. Je vais arrêter là, je ne veux pas donner de qualificatif dégradant ou trop supérieur. Là. Ils ont vraiment atteint une compétence qui est avancée. Le minimum de compétences qu'on pensait atteindre, quand on dit qu'on enseigne une compétence pour atteindre un minimum acceptable pour l'entreprise, la plupart des entreprises qui nous ont contactés nous disent on est obligé de faire encore de la formation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour emmener notre technicien à être prêt. Et là, les vôtres arrivent déjà en ATE à l'été et ont déjà un avantage sur ceux qui ont terminé dans d'autres circonstances. Donc, on a un avantage sur la qualité de la compétence et le niveau de compétence atteint pour le même temps à cause de ce processus. On est encore en implantation, je n'ai pas de données, scientifiques, mais j'ai des données perceptuelles qui sont très claires. Et avec vous ou avec n'importe qui, je pourrais m'asseoir et vous dire, vous inviter à venir voir comment ça se passe. Et ça me ferait un plaisir grand de vous le montrer. Parce que vous voyez que je suis très enthousiaste et que je pourrais vous en parler encore longtemps. Puis que je crois en ce modèle-là sans aucune restriction. Je termine, excusez, je vois que mon 2 minutes est passé. Je termine avec la brochure que je vous ai présentée. C'est le résumé un peu. En fait, on fait affaire avec les entreprises. C'est un processus gagnant-gagnant. Donc, il faut qu'on aille vendre notre produit à l'entreprise. On vend, excusez le produit, mais le produit, c'est un technicien. On a une chaîne de montage qu'on fait en sorte que c'est une chaîne de montage intellectualisée, mais au bout de la ligne, qui fait en sorte qu'on donne un produit qui est beaucoup supérieur parce qu'on veut que les entreprises soient des partenaires avec nous. C'est le document de présentation du modèle que je viens de vous présenter. Ça va vous donner ça va répondre à beaucoup de questions qui ont été posées par les panélistes. Et à la fin de ce document-là, là, je ne fais pas le tour parce que j'ai plus de temps, je m'excuse, vous avez les coordonnées du cégep. Donc, si vous allez à la fin, vous voyez qu'il y a un numéro de téléphone, vous allez changer l'extension du 321 pour le 106 et c'est mon extension. Et au lieu du www.cégep-tedford.ca, ajoutez à la place des 3 W, S-Fauché A commercial, cégep-tedford.ca. Alors, je vais vous inviter à communiquer avec moi parce que vous voyez que j'aurais pu en parler pendant des jours. Le modèle que M. Chauchard a présenté au niveau du HAL est appliqué directement à partir de ce que nous, on a fait. Et je peux vous confirmer qu'on espère que ce soit un succès jusqu'à la fin du processus. Merci. Excusez, c'est le temps que j'ai pris. Alors, merci, M. Fauché, de votre explication de cette approche novatrice nouvelle et d'avoir fait le lien avec M. Chauchard. C'est déjà fait, donc je n'aurai pas besoin de le faire. Nous avons plusieurs questions. La première, est-ce que c'est le seul programme en AMT au Québec? Présentement, il y a 2 programmes. Excusez-moi. Présentement, il y a le Cégep de Jonquière qui a réalisé le programme, qui est en projet pilote aussi, avec une technique de génie mécanique. Et, si vous communiquez avec les gens, on a été en communication, il y a une grande différence entre les deux. Pour faire une analogie un peu plate, compréhensible. Nous, on fonctionne avec, on monte des moteurs Honda, et eux, ils montent des moteurs de Volkswagen. Donc, il y a des différences dans la façon de gérer à cause du cégep, à cause du programme. Donc, les programmes AMT, on ne peut pas les transférer. Ce que je viens de vous expliquer demande à être adapté à chacun des programmes. On ne peut même pas le penser de la même façon. On peut penser de la même façon jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas l'appliquer de la même façon dans notre propre programme de génie ici, de génie mécanique. Merci. Alors, concernant les entreprises européennes, est-ce que vous savez s'ils sont ouvertes à recevoir des étudiants québécois
dans cette approche-là, soit également pour faire des sessions de cours, ou c'est pas encore rendu là? Mais vous voyez que le modèle qu'on a instauré, présentement, on touche 30 entreprises du Québec. On est à la 2e année et on fait affaire avec 30 entreprises différentes. On est au Québec et on parle de démobiliser les enseignements. Donc, de faire affaire avec les entreprises de l'Europe, présentement, je pense qu'on est à l'étape où c'est pas réalisable pour le moment dans le modèle qu'on présente. Probablement que dans un autre modèle, il pourrait peut-être se présenter dans un autre type de technique ou peu importe. Mais dans le modèle qu'on vous présente, c'est très, très difficile à cause de la démobilisation de l'enseignement. Okay. J'ai une question également concernant les entreprises. Est-ce que les 30 sont à proximité du cégep ou il y en a qui sont un petit peu plus loin et les étudiants, les employeurs et étudiants, les enseignants et les étudiants se déplacent outre la région de Thetford? Oui, c'est considéré dans le modèle parce que nous, on couvre la province au complet parce qu'on est le seul programme, mais effectivement, il y a des entreprises qui, présentement, on joue de Thetford, aller jusqu'à Québec. On est à Sherbrooke présentement et on s'en va vers la région de Montréal parce qu'il y en a beaucoup, mais vous voyez, on est en élaboration et en implantation, donc on a commencé proche. Le cercle est proche et il s'agrandit tranquillement vers les entreprises extérieures. Et oui, on se déplace et oui, c'est comptabilisé. Là, on pourrait parler longtemps des tâches des enseignants et du temps des étudiants. En termes de ratio, est-ce qu'en entreprise, c'est un étudiant, un prof en entreprise? Comment ça se passe? C'est 6 maximum. La énergie est de 6 et je vous dirais par expérience des 2 années qu'on vient de passer, c'est 6 maximum. On ne peut pas se permettre d'être plus que ça et oui, c'est une problématique, mais c'est une réalité. Si on prend, ça prend, la qualité de l'enseignement est meilleure, mais on ne pourrait pas être 15 dans un laboratoire ou dans une entreprise, d'abord au niveau de la sécurité et au niveau de l'apprentissage également. Puis les entreprises qui nous voient arriver à 6, c'est le maximum. Donc, il faut bien nous expliquer comment on va fonctionner. Les méthodes pédagogiques sont très claires. Il faut travailler beaucoup avec les enseignants et on attend encore sur ce modèle-là de travail sur les méthodes pédagogiques à instaurer pour être efficace dans l'entreprise. Mais on ne peut pas se permettre de dépasser 6. On le fait à 7, excusez-moi. On le fait à 7, mais c'est le maximum. Là. La dernière question va porter sur les coûts, à savoir si ça engendre beaucoup de coûts pour le cégep, ce modèle. Bien entendu, on a eu un financement du ministère à partir du projet pilote. Si on avait généré ça à partir des ETC fournis dans la communauté du cégep, on est un petit cégep, ça aurait été un peu plus difficile à réaliser. On aurait été obligé de démobiliser des ETC ou arrêter des projets pour pouvoir le réaliser. Parce qu'effectivement, il y a des coûts. Quand on regarde ça, puis là, je ne veux pas faire de polémique non plus, là, il faut comprendre que les laboratoires sont les entreprises et que les coûts d'entretien et d'acquisition d'équipements, surtout en technique physique, sont extrêmement élevés. Donc, il y a des coûts qui pourraient être comparables et là, il faudrait faire une étude comparative sur l'économie des coûts versus le réinvestissement dans la pédagogie. Parce que là, ça nous prend un peu plus d'enseignants. Vous comprendrez qu'avec des énergies de 6 et des doubles laboratoires et des déplacements, ça nous prend un peu plus de revenus pour être capable d'encadrer ça. Mais à bon escient. Merci beaucoup. Alors, nous serions rendus à notre 3e intervenante dans une prolongation de variantes pour les stages. Alors, Mme Louise Ménard de l'Université de Sherbrooke va nous parler de l'enseignement coopératif avec le volet de la réussite. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais vérifier tout d'abord si vous m'entendez trop fort ou avec réverbération. Est-ce que le son est correct? Ça va? Merci. Donc, ma présentation, en fait, tout d'abord, M. Fauché m'a donné l'idée de vous diriger également vers le site de l'Université de Sherbrooke. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous pourrez aller sur le site général de l'Université de Sherbrooke et aller cliquer sur le lien employeur. Vous tombez sur le site du service des stages de l'Université de Sherbrooke et il y aura beaucoup d'informations complémentaires à ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui en quelques minutes. Donc, d'emblée, je vous affirme qu'à l'Université de Sherbrooke, nous croyons fermement depuis plus de 50 ans que les stages coop contribuent
positivement à la réussite. Et quand je vous parle de réussite aujourd'hui, je voudrais qu'on la prenne au sens large, c'est-à-dire non seulement l'obtention avec succès d'un diplôme universitaire, mais également l'accomplissement de soi pendant les études et le choix d'une carrière après sa diplomation. Donc, je vais m'efforcer au cours des prochaines minutes, effectivement, de vous démontrer comment cette approche coop et les pratiques qu'on a mises en place ici sont un facteur de réussite scolaire. Mon propos s'inspire uniquement de la pratique. Aucun volet recherche chez nous ici au service des stages. C'est dans ce domaine que j'exerce mon métier depuis 13 ans et je vous parle en fait un peu comme M. Fauché du fond du cœur parce que j'y crois énormément. Comment le fait de faire des études en régime coopératif peut-il être un facteur de réussite scolaire? C'est important tout d'abord de se rappeler qu'est-ce que c'est un stage coop. Donc, en fait, un stage en régime coop doit absolument être en lien avec le programme d'études. Il doit également présenter une durée, une intensité significative. Donc, on ne va jamais en bas de 12 semaines et c'est toujours à temps complet. Et le stage doit être rémunéré. Les stages réalisés au Québec, soit la majorité des stages qu'on encadre ici, doivent correspondre minimalement aux normes du travail. Donc, ces caractéristiques qui semblent d'emblée assez simples s'appliquent chez nous à 47 programmes provenant de 8 facultés et d'un centre universitaire de formation. 4 de ces programmes touchent le 2e cycle et hormis ces 4 programmes, tous les autres programmes, les étudiants doivent compléter de 3 à 5 stages pour obtenir leur diplomation en régime coop. Donc, comment ces caractéristiques-là peuvent être mises en lien avec la réussite scolaire? Mais je vous amène tout d'abord au dernier point, qui est celui de la rémunération. Donc, si vous avez consulté le dossier du CAPRES, vous avez probablement vu dans la médiagraphie, un rapport produit en 2007 par une professeure de l'Université de Sherbrooke, Mme Valérie Wierstraat, sur l'impact des difficultés financières des étudiants et l'aide financière, l'impact des éléments financiers finalement sur la réussite scolaire. Dans ce rapport, les auteurs concluent que les stages coop contribuent à la persévérance et à la réussite dans les programmes qui avaient été étudiés. C'était les programmes à ce moment-là de l'Université de Sherbrooke. Une étude quand même faite sur un très grand nombre d'étudiants. L'aspect du financement a été clairement mis de l'avant comme un facteur de réussite. Ce n'est pas une surprise pour personne, je pense, de savoir que l'endettement étudiant est un obstacle à la poursuite des études dans bien des cas. Et plus récemment, Mme Wierstraat et ses collaborateurs sont allés montrer de façon un petit peu plus précise que les revenus gagnés pendant les études en régime coop viennent avantageusement combler les besoins matériels des étudiants et contribuent de façon claire à la réussite de leurs études. C'est un document que j'ai déposé là, auprès du CAPRES qui pourra être rendu disponible avec permission de Mme Wierstraat. Donc, nous, ce qu'on observe tous les jours au terrain, c'est que les étudiants nous disent que la rémunération qu'ils obtiennent en stage est extrêmement importante pour la poursuite de leurs études. Donc, c'est totalement en accord avec les observations au terrain. Et les années d'expérience ici nous ont convaincus que lorsqu'un employeur est prêt à engager des sommes pour rémunérer un étudiant, en général, évidemment, il y a des exceptions, mais en général, il va procurer un mandat significatif et accorder un encadrement adéquat afin d'atteindre les résultats souhaités au mandat. Puis l'étudiant, de son côté, il voit reconnaître la valeur de son travail. Et c'est une motivation importante pour fournir un bon rendement et s'engager dans son stage. Donc ça, c'est le premier aspect, en fait, que je ne vais pas passer sous silence, mais ce qui est intéressant dans les travaux de la professeure que je cite, c'est qu'il y a aussi un autre élément qui a été mis en valeur dans les facteurs de réussite à travers ces études. Et le second élément, en fait, émerge comme les auteurs concluant que, oui, les bénéfices financiers contribuent au succès des étudiants, mais l'acquisition de compétences pendant le stage pourrait en fait être un facteur de succès académique encore plus important. Et ça, c'est fort important, en fait, parce que le fait que les stages soient essentiellement liés au domaine d'études, c'est de manière naturelle, cette adéquation-là se fait entre le volet académique des études et la mise en pratique des acquis, évidemment. La durée et l'intensité aussi qui est requise en régime coopératif permet à l'étudiant de s'engager pleinement dans son stage. C'est 5 jours par semaine et c'est pendant 4 mois, 3 à 4 mois. C'est un stage de travail, le stage coop aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est pas un stage d'observation. Donc, ça force l'engagement de l'étudiant. Tous les jours, il est placé devant l'obligation, en fait, de fournir un rendement et de s'impliquer dans son projet. Et le fait que l'étudiant aussi est en mesure de voir en action les principes appris à l'école
sous la supervision d'un professionnel du domaine. Tout ça, c'est des facteurs, évidemment, qui favorisent l'engagement, qui favorisent l'apprentissage, la consolidation des acquis. Et puis, on ajouterait, puis je pense que c'est M. Fauché qui en a parlé, ou peut-être M. Chauchard, mais quand ils reviennent à l'école, ces étudiants-là, ils amènent aussi les pratiques auprès de leurs professeurs, et ça, il ne faut pas minimiser la grande fierté et la confiance en soi que ça peut donner à des étudiants. Donc, tous ces facteurs-là, pour nous, en fait, ça explique pourquoi le processus d'acquisition de compétences qui se passe en stage s'est identifié comme un élément de réussite des études. Dans les faits, en fait, en résumé, je pense que ça va dans le sens de ce que M. Fauché disait. Ce qu'on observe, c'est que les stages contribuent grandement à donner un sens aux études. Donc, c'est porteur de sens. Bon, je vous ai parlé de rémunération, je vous ai parlé de motivation. C'est les deux grands aspects que j'identifie dans ma présentation sur la réussite. Comment on fait à l'Université de Sherbrooke pour faire ça? Autrement dit, pour mettre cette recette-là en pratique? Eh bien, au niveau de la rémunération, je sais que vous ne voyez pas là, les chiffres, c'est plus une image que je vous montre. Vous aurez accès à cette information-là sur notre site web si ça vous intéresse. Mais afin de faciliter l'embauche des étudiants par nos très nombreux partenaires d'affaires qui proviennent de tous les secteurs du marché de l'emploi, et mentionnons-le, qui font face eux-mêmes à leurs propres enjeux financiers et budgétaires, la direction ici compile annuellement des statistiques salariales d'étudiants en fonction des programmes et des niveaux de stage. On leur fournit aux employeurs des tendances centrales, des moyennes inférieures, des moyennes supérieures, ce qui leur permet de proposer aux étudiants une rémunération qui est réaliste. Et ça permet aussi de considérer la variation normale de la rémunération dans le marché de l'emploi. Une formation n'appelle pas nécessairement, quand vous serez diplômé, une rémunération égale. Ça dépend évidemment du type d'entreprise qui va vous embaucher et nos statistiques reflètent ça. Donc, le message passé à tous est clair. Notre cadre exige une rémunération adéquate et les seules exceptions qui sont acceptées, c'est souvent les stages à l'international où là, évidemment, on va s'adapter à un autre marché qui diffère du marché québécois. Au niveau de la promotion de la motivation et de l'engagement, ben, je pense que plusieurs d'entre vous savent et ont déjà des pratiques semblables, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que je veux vous dire par rapport à ce qu'on fait ici, c'est qu'avant, pendant et après le stage, l'étudiant est accompagné. D'ailleurs, ce point-là, je vous ramène au dossier du CAPRES. M. Pierre Rivet de l'École de technologie supérieure, il y a déjà 15 ans, en fait, avait, dans une allocution fort intéressante à l'ACFAS, avait identifié les facteurs de rétention aux études en régime coopératif. Et on peut résumer, en fait, ces facteurs-là en un seul mot, c'est l'accompagnement. Donc, cet accompagnement-là, chez nous, il entre en jeu dès que l'étudiant aborde son programme coopératif et se maintient jusqu'à la fin de ses études, c'est-à-dire très près de sa diplomation. L'accompagnement est pris en charge chez nous, c'est une caractéristique quand même à mentionner par une équipe de professionnels et non pas des professeurs. Donc, ce sont des professionnels qui sont issus de divers milieux de pratique couverts par nos programmes. Ce sont des gens qui ont été choisis, évidemment, parce qu'ils ont un réseau professionnel, parce qu'on cherche, évidemment, des stages pour tous ces étudiants, parce qu'ils connaissent le marché de l'emploi, mais aussi par leur capacité de procurer le coaching nécessaire pour stimuler l'engagement des étudiants dans leur stage. Donc, c'est vraiment cette équipe-là qui est au cœur de notre démarche et à laquelle on propose une panoplie d'outils qui vont de séances d'information, rencontres individuelles, suivi personnalisé en stage, une plateforme web pour l'étudiant, le plan de développement individuel qui a été développé spécifiquement pour nos étudiants de Sherbrooke, des ateliers spécialisés dans certains cas pour aider des étudiants qui ont des difficultés particulières, par exemple en entrevue. Et l'ensemble de ces outils-là, au sein de cette équipe-là, est axé afin que l'étudiant ait un espace pour se questionner, pour réfléchir, pour se connaître, pour réduire son découragement, si on veut, donc du support, du soutien pour aborder des défis, parfois en stage. Et, attendez un petit peu, je pense que j'ai accroché quelque chose. J'ai toutes mes excuses. Mon système est parti tout seul. Et donc, finalement, un plan, un ensemble d'outils qui permet aux professionnels d'effectuer un suivi global, axé sur la réussite, mais axé aussi sur la réussite telle qu'on l'entend, c'est-à-dire accomplissement de soi et
et il y a une vie après l'école. Donc, une fois qu'on a son diplôme, ça continue et c'est dans ce sens-là qu'on travaille avec eux. Donc, en terminant, en fait, je vous amène justement au-delà de cette réussite. J'aimerais laisser le mot de la fin à quelques-uns de nos étudiants parce que notre travail quotidien auprès d'eux nous permet de constater qu'à la fin de leurs études, ils nous parlent généralement, fort souvent, avec bonheur, de la manière dont leurs stages les ont amenés à mieux se connaître, à découvrir leur place dans le monde et à savoir où ils s'en vont après. Donc, on a ici Fanny qui nous dit qu'elle sait maintenant ce qu'elle veut et qu'elle est très motivée pour parvenir à trouver ce qu'elle veut. Je vous présente Roch aussi, finissant en génie chimique, qui nous dit que à travers ses stages, il a appris à comprendre qu'une entreprise doit respecter ses propres valeurs. Et il a aussi appris à travers ses stages à déterminer ses particularités. Donc, il a appris à se connaître et il est prêt pour le marché de l'emploi maintenant. Laurence, qui a terminé récemment en biochimie et de la santé, et je porte votre attention là-dessus parce qu'on parle de réussite et c'est justement dans des moments comme ça qu'on a envie d'abandonner. Quand on n'est pas à l'aise, quand on ne sait pas comment faire, eh bien, elle, dans son cas, c'est son superviseur de stage en entreprise qui l'a aidé à transgresser des difficultés pour trouver ensemble avec elle des solutions et c'est ce qui l'amène finalement à poursuivre ses études. Ici, on a quelqu'un qui a changé de branche. Ça arrive avec un stage, parfois, on se rend compte qu'on n'était pas à la bonne place. Et à travers ça, cette étudiante-là a découvert sa débrouillardise et sa patience. Et le dernier témoignage que je vous laisse, je l'aime beaucoup. Je pense à vous tous dans vos milieux de travail. Et je vous présente Simon, excusez-moi, qui nous dit qu'à travers ses stages, en fait, il réalise que le travail, ça prend beaucoup d'importance dans la vie et que lui, il souhaite contribuer dans ses futurs milieux de travail avec son attitude positive à créer un peu de plaisir au travail. Donc, ça termine ma présentation. Je suis ouverte à vos questions, que ce soit sur les aspects techniques du régime coopératif, la façon dont on le fait à Sherbrooke ou toute autre chose. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter ceci chez vous. Merci beaucoup. Alors, merci Louise. C'est un beau tour d'horizon rapide de ce que peut être l'enseignement coopératif à Sherbrooke, qui l'a démarré il y a presque 50 ans. Alors, la première question a lieu sur le modèle. Est-ce que les stages ont lieu dès la première session? En général, la majorité des en fait, ça dépend. Mais la plupart des programmes maintenant, et ça a évolué beaucoup dans les dernières années, mais la plupart des programmes ont leur premier stage après la deuxième session. Donc, si on pense que nos étudiants commencent à l'automne, en fait, on a une grande quantité d'étudiants qui partent pour leur stage numéro 1 à l'été. Mais on a aussi des programmes pour lesquels, du point de vue académique, il a été évalué que l'étudiant n'était pas prêt avant la troisième session. Donc, ça va être après la deuxième et la troisième session qu'on va avoir un premier stage. Merci. Là, j'ai joué dans mon écran et puis je ne vois plus la question. Alors, l'accompagnement des professeurs, l'accompagnement est offert par des professionnels ou des enseignants? On avait dit professionnels, je me pense bien. C'est une caractéristique qui est assez particulière à Sherbrooke. Plusieurs de nos partenaires dans l'ACDEC, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, Mme Marion, qui va parler après moi, représentante de l'ACDEC national, Sherbrooke est un partenaire, est un membre actif à l'ACDEC. Et plusieurs de nos partenaires, en fait, choisissent de déléguer à des professeurs l'accompagnement en stage. À Sherbrooke, c'est un choix qui a été fait depuis de nombreuses années. Je ne pourrais pas vous dire, en fait, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais c'est une formule qui fonctionne très bien. Les professionnels, évidemment, n'ont pas le statut de professeur et ne peuvent pas évaluer, si on peut dire, le stage. Le stage, donc l'évaluation du stage est entérinée et confirmée par les facultés qui sont en lien avec les programmes. Mais pour ce qui est du suivi, en fait, notre équipe est formée de gens qui sont très, très au fait des réalités du marché de l'emploi. Une autre question, est-ce que chaque stagiaire reçoit l'accompagnement d'un superviseur, qui soit employé du milieu de stage ou de l'université? Oui, c'est une bonne question. Chaque stagiaire, on appelle chez nous les professionnels, on les appelle des conseillers en développement professionnel. C'est un nouveau terme. Ceux qui connaissent l'Université de Sherbrooke depuis longtemps savent que ça s'appelait avant des coordonnateurs de stage. Leur rôle a un peu évolué. Donc, on a un conseiller en développement professionnel qui est attitré à une entreprise. Donc, un étudiant
qui rentre en stage dans une entreprise donnée est automatiquement référé à son conseiller. Et ce conseiller-là, dans une session de stage, peut avoir à sa charge, je dirais, entre 35 dans les petits nombres et 50, 60 étudiants qui sont rattachés à lui. Du côté de l'entreprise, il a aussi un superviseur qui doit lui être attitré par l'entreprise. Et à ce moment-là, il y a un superviseur d'entreprise par étudiant. Donc, l'étudiant est encadré de deux façons, avec un professionnel chez nous et avec un superviseur attitré, on pourrait dire en one-on-one, là, en entreprise. Parfait. Alors, une autre question qui a trait plus au modèle, puis il faut savoir que les stages à Sherbrooke, comme dans d'autres universités, ont un agrément de CAFKI, de l'Association canadienne. Donc, le moule est un peu régi, puis c'est un choix d'adhérer comme université à ce moule-là, ce qui fait que la séquence est déjà prévue. J'avais une question à savoir si on pouvait faire des stages à 3 jours semaine. Alors, en lien avec le modèle, vous pourrez peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus. C'est ça. En fait, le modèle coopératif, tel qu'on le met en place à Sherbrooke et qui est vraiment aligné sur les règles, comme Marjorie mentionne, de CAFKI ou l'ACDEC national, c'est un modèle où on demande à l'étudiant d'être impliqué à temps complet dans son stage. Donc, c'est une alternance de travail et d'études. Donc, la session d'études se termine, l'étudiant part en stage, revient à l'école. Donc, on n'a pas de modèle à 3 jours semaine chez nous. Alors, ça aurait été notre dernière question. Je vous rappelle que toutes les questions que vous posez pourront être répondues par la suite par les spécialistes et vont être disponibles sur le site web du CAPRES. Et donc, vous ne serez pas en reste là avec vos questions qui n'auront pas été répondues. Nous enchaînons maintenant avec notre dernière invitée qui va nous parler maintenant du niveau national de l'Association canadienne parce qu'elle y siège depuis quelque temps là, sur différents comités. Alors, Charline, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marjorie. Bienvenue tout le monde. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas spécialiste. Je suis ici pour vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe au niveau national et comme représentante d'ACDEC, puis comme Louise a mentionné tantôt, ACDEC, en général, c'est un peu la voie en enseignement coopératif au Canada, puis c'est eux autres qui gèrent les règlements, nous donnent les règlements et aussi donnent l'accréditation des institutions, soit des universités ou des collèges un peu au Canada. Donc, je vais commencer avec une présentation qui était faite par mes collègues de l'Université de Toronto à Scarborough, Philip Brown, Kathleen McDowell et Colleen Reed. C'était vraiment intéressant, c'était présenté au niveau à la conférence nationale à Moncton l'été passé. Puis, ce qu'on veut, c'est que peut-être il n'y en avait pas assez de suivi avec les étudiants en situation de handicap ou également difficultés en adaptation scolaire. Donc, vraiment de voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils faisaient, et aussi de nous questionner qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que j'aimerais un peu vous présenter qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les changements qu'ils ont fait avec ça. Donc, un peu leur contexte, c'est que il y a quand même 16% de la population active au Canada qui sont des personnes en situation de handicap, incluant des gens en situation d'adaptation scolaire aussi. Puis on voit une augmentation, puis peut-être vous êtes en mesure de voir ça, peut-être pas des statistiques, mais il y a une augmentation d'étudiants en situation de handicap ou des besoins en adaptation scolaire dans nos établissements. Fait que c'est quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose que les professionnels en coop, il faut qu'on prenne conscience de ça aussi. Et ce qu'on a déduit aussi, c'est que les diplômés en situation de handicap, ils ont dit que avoir la chance de faire du bénévolat ou de travailler en stage, pour eux, ça a changé leur vie et pour réussir vraiment la transition vers le milieu de travail. Fait que c'est quelque chose qui était vraiment important pour eux. Les stages, c'est important.
Et on voit une grande différence dans les taux des taux de placement, des taux d'emploi pour les gens sans situation de handicap versus les gens qui vivent avec ça. Donc, ce qu'on peut faire, si on peut faire notre travail comme professionnel en coop, on peut leur aider avec cette transition-là. Donc, l'idée en arrière de leur changement, c'était vraiment mettre l'accent sur l'inclusion dans l'éducation coopérative. Vraiment travailler avec les employeurs et aussi les étudiants et les professionnels en coop. Donc, les changements, je vais juste passer à travers les changements que mes collègues à l'Université de Toronto y ont fait. Premièrement, ils ont commencé à travailler avec des services aux étudiants, vraiment consulter les experts dans le domaine et toujours consulter avec eux avant qu'ils fassent quelque chose en coop. Puis ils se rendaient compte qu'ils n'en faisaient pas avant. Donc, c'était quelque chose, déjà là, un processus pour toutes ces questions, de créer une relation avec services aux étudiants, spécifiquement pour les étudiants en situation de handicap ou des difficultés en adaptation scolaire. Ils ont vu que peut-être, ils ont fait une auto-évaluation de même leur document de marketing. Ils ont commencé vraiment au début pour le recrutement des stagiaires, les étudiants. Ils ont posé les questions puis ils dit est-ce que nous encourage les étudiants de vraiment appliquer ou est-ce qu'ils disent non, c'est pas pour moi puis je veux pas. Donc, ils ont incorporé vraiment le langage d'équité dans tous les documents de marketing au niveau du recrutement. Aussi, pendant la formation, des fois, c'est des choses qu'on n'a même pas pensé, mais vraiment des instructions universelles, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des barrières, comment ils présentaient des ateliers, parce que, comme Mme Ménard a mentionné tantôt, les étudiants sont suivis, sont formés, il y a des ateliers sur des CV, des entrevues, mais vraiment évaluer comment ces ateliers-là fonctionnent. Puis, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'on utilise des vidéos? Ben, peut-être les gens qui ont des problèmes visuels, peut-être les vidéos, c'est pas la meilleure façon. Ou dans l'atelier, il faut bouger beaucoup. Donc, les gens en chaise roulante ou avec mobilité limitée, peut-être que c'est pas idéal pour eux autres. Fait qu'il de vraiment faire une évaluation de ce qu'ils faisaient en termes de formation. Et aussi d'établir des limites et des attentes claires. Encore travailler avec Service aux étudiants. Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment? C'était quoi les attentes? C'était quoi les objectifs de la formation? Aussi, utiliser la technologie au besoin, comme j'ai mentionné, des gens avec des problèmes de vision, des difficultés de vision ou des technologies qui sont là pour ces étudiants-là. On a vu aussi, souvent les étudiants, il y a certains étudiants qui ont l'anxiété, le stress quand ils voient en situation de groupe. Puis, il y a beaucoup entre nous autres, les institutions qui font des événements de réseautage. Donc, c'est de revoir ça, puis est-ce que ces événements-là sont pour tout le monde? Et finalement, quand un étudiant est placé, peut-être hors de chez eux, dans une autre province ou une autre ville, consulter avec l'expert pour aider les gens, peut-être trouver des logements, le transport, tout ce qui est les petits détails, vraiment travailler pour aider ces étudiants-là. Aussi, de parler avec les employeurs, d'être honnête avec eux, puis parler des avantages de l'embauche de tous nos étudiants et commencer tôt. Faire une collecte d'informations dès que les débuts. Est-ce que les employeurs sont accessibles? Est-ce que les lieux sont accessibles? Est-ce qu'ils ont des logiciels pour les étudiants? Fait que vraiment poser des questions et, dans le fond, communiquer beaucoup plus avec les employeurs, les étudiants, les besoins des étudiants aussi. Et vraiment
s'asseoir avec l'étudiant, puis voir c'était quoi leurs attentes, est-ce qu'ils sont réalistes, puis voir ce qu'on peut faire avec eux autres. Comme j'ai mentionné, est-ce que l'emplacement de l'entrevue est accessible, tous ces petits détails-là de travailler avec les étudiants. Et finalement, l'étudiant a le droit de garder son information personnelle confidentielle, fait que à vraiment respecter ça, même si on pense comme professionnel que ça peut aider l'étudiant de juste être honnête avec une difficulté qui vit avec, c'est vraiment la décision de l'étudiant. Et finalement, pour l'évaluation, même là, c'est vraiment de travailler avec encore services étudiants pour assurer que on a un plan d'adaptation pour eux, mais aussi que ça respecte toujours les normes de CAFKI, les normes de l'université et les comparer en termes d'équité pour les autres étudiants aussi. Les résultats, c'est un peu trop tôt pour dire avec des statistiques si à l'Université de Toronto, parce que ça fait juste une année que c'est en place, puis ils ont vraiment fait des changements majeurs dans leur processus. Donc, c'est un peu plus trop tôt pour dire des chiffres concrets, mais les histoires de leurs étudiants qui vivent en situation de handicap ou de difficulté en adaptation scolaire, ils ont beaucoup apprécié toutes ces petites choses-là. Et les employeurs aussi. L'idée de communiquer plus avec les employeurs et les employeurs veulent justement embaucher tous les étudiants, peu importe une difficulté qui vit. Aussi, ça crée une sensibilisation chez les employeurs, chez les employeurs et chez les coordonnateurs aussi. Puis un des résultats qu'on est très fiers à l'ACDEC, c'est après cette présentation-là à notre conférence nationale, ACDEC a pris des changements majeurs dans le langage qu'ils utilisent. Comme ça, c'est vraiment que l'adaptation pour les étudiants en situation de handicap ou en difficulté en adaptation scolaire vont être acceptés. Puis, avant, c'était toujours accepté, c'est juste que c'était pas écrit. Fait que là, ils ont changé les règlements avec un langage qui est plus inclusif pour tous nos étudiants en coop. Et suite à ça, on va avoir 2 webinaires sur le sujet justement avec l'ACDEC en fin de mois de mars sur coop et la réussite scolaire pour surtout les étudiants qui vivent une situation difficile. Et finalement, il m'en reste pas beaucoup de temps, mais je voulais juste faire un petit survol d'une étude qui a été faite par mes collègues en Colombie-Britannique. C'était fait en 2008, fait que c'est quand même pas récent, mais les conclusions, je trouve que c'est vraiment important de focuser sur surtout 3 conclusions. C'est une étude par presque 3000 étudiants sur 12 instituts postsecondaires en Colombie-Britannique. Puis, dans le fond, les conclusions, c'est que la participation en enseignement coopératif clarifie les parcours universitaires pour les étudiants. Ça aide les étudiants à créer les liens entre l'école et leur carrière, un peu comme Mme Ménard a mentionné tantôt. Et fournit, c'est un peu dur à traduire tout ça, mais vraiment améliorer leur éducation en général, juste en général l'expérience qu'ils ont eue, et aussi le recrutement, mais je vais parler un peu moins de ça. Je me rends compte, je m'excuse, je vois que mon tableau n'est pas tout à fait correct quand on a fait la traduction. Donc, vous allez voir ici, justement, c'est d'accord et tout à fait d'accord.
Donc, ça change beaucoup dans la présentation. Fait que ici, ce qu'on voit, c'est supposé être d'accord et tout à fait d'accord. Je m'excuse pour ça. Mais on voit que la plupart, la vaste majorité des étudiants on a eu la chance d'appliquer les concepts et les théories qu'ils ont appris en classe, en stage. Ils ont été capables d'évaluer et juger l'importance de l'information qu'ils ont eue en classe dans le contexte de leur stage. Et finalement, vraiment aller plus loin, analyser les théories, les idées et les expériences qu'ils ont appris dans leur classe. Fait que c'est vraiment ces points-là que les étudiants ont eu la chance de vraiment appliquer, puis c'était apprécié de leur part. Et aussi, on voit en 2010, aussi un sondage Ipsos Reid que 84% des Canadiens inscrits au programme Coop estiment que leurs conditions de travail ont été aidées à poursuivre leurs études, directement liées à la réussite. Et finalement, les grandes lignes de leur recherche, qui étaient justement, c'était une des premières au Canada qui était fait en 2008, on a un peu plus après ça, mais vraiment lié à Coop, et basé sur le NSSE, le sondage NSSE, National Survey on Student Engagement, qui fait un peu partout en Nord-Amérique, que la participation en coop influence les choix scolaires des étudiants pour les mieux aligner sur les choix de carrière et renforce vraiment la persévérance et le succès de ces étudiants-là. Et une participation à un programme de travail, ça peut être coop, ça peut être d'autres aussi, des internships ou travail, alternance travail-études, mais ils ont un impact vraiment positif sur l'engagement scolaire des étudiants, puis ça crée une expérience enrichissante pour eux autres, puis crée une satisfaction et un succès global pour ces étudiants-là. Et finalement, peut-être quelque chose qui est intéressant pour l'administration, si jamais vous voulez incorporer un programme coop ou quelque chose comme ça dans vos institutions, que ça a aidé à recruter des étudiants. Les étudiants ils ont dit qu'ils ont choisi ces établissements-là à cause de coop ou un programme coop. Merci. Alors, merci Charline. Le temps file, on ne veut pas vous retenir plus qu'11h30. Je vous rappelle que toutes les présentations seront sur le site du CAPRES. Alors, si vous n'avez pas noté tout, puis c'était petit, vous pourrez les obtenir un peu après. Alors, concernant les questions sur Charline, évidemment, les étudiants en situation d'handicap ou les étudiants qui ont des différences sont dans nos clientèles et méritent un service à la hauteur comme les autres. Alors, la première question s'adressait, elle n'était peut-être un peu évasive, mais est-ce qu'il y a un soutien offert à l'étudiant pour l'acceptation du handicap? Alors, on pense que c'est peut-être un soutien plus psychologique ou organisationnel. Je ne sais pas si tu as de l'information là-dessus. Oui, bien justement, dans la présentation, je ne pouvais pas présenter tous les petits détails de leur étude de cas, mais oui, justement, c'est plus avec le coordonnateur de voir, d'identifier si les étudiants ont besoin peut-être un peu plus d'aide psychologique. Puis on voit ça dans toutes les situations, les professionnels en stage, les coordonnateurs de stage sont là pour référer aussi nos étudiants à peut-être un psychologue ou peut-être même avec un spécialiste en adaptation scolaire ou qui vient en situation de handicap aussi. Fait que oui, justement, ils travaillent avec tous les services aux étudiants. Il y a une question-suggestion ici qui est intéressante. Peut-être que Mme Ménard, tantôt, pourra y revenir, à savoir s'il existe des sceaux qui sont remis aux entreprises qui sont pro-études, qui favorisent beaucoup la pro-bienvenue aux étudiants en handicap. Du côté canadien, je ne sais pas s'il y a quelque chose, peut-être Mme Ménard pourra en reparler tout à l'heure à la période générale pour voir si on a comme des bons employeurs qui sont vraiment nos acolytes avec cette clientèle-là. Charline, est-ce qu'au niveau canadien, il y a des listes d'employeurs qui sont favorables? On travaille
c'est sûr qu'il y en a plusieurs. La diversité en général, c'est important. On voit ça souvent avec les banques. Puis on a déjà eu des conférences au niveau ACDEC avec RPC. CBC vont présenter un webinaire justement en mois de mars. Fait que je peux vous dire, oui, sûr et certain, les banques. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, surtout avec les compagnies multinationales qui sont ici au Canada, eux autres, ils ont une politique sur l'embauche des gens, pas juste en situation de handicap, vraiment la diversité en général. Donc, on voit ça beaucoup peut-être plus avec les grandes multinationales, mais de plus en plus avec des compagnies moyennes et petites aussi. Alors, merci Charline. Ça fait le tour des questions qu'on avait pour chacun des panélistes. Là, on doit essayer de couper le temps. Donc, dans les questions générales, là, vous êtes invités à en soumettre et évidemment, ce qui n'aura pas été répondu le sera plus tard. Alors, pour M. Fauché, j'ai une question qui s'intitule « De quelle nature est le partenariat entre l'entreprise et le cégep en termes de coûts, de frais, de location, de dédommagement ou de perte de production? » C'est une bonne question. En fait, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Il n'y a pas de coût relié. Dans le temps, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, on évite tout ce qui est coût de l'entreprise. Et si jamais il y avait une implication supplémentaire demandée par l'entreprise, il y a quand même la loi du 1% qui vient accompagner beaucoup les gens qui seraient impliqués dans l'encadrement des stagiaires. Mais on évite ça pour le moment. On est vraiment sur la responsabilisation et transmis aux enseignants. Donc, il n'y a pas de coût direct qui est fait dans le partenariat avec les entreprises. Merci. J'ai encore une question pour M. Fauché. Pensez-vous que la condition de base pour que l'AMT puisse être implantée dans les entreprises, est-ce que les entreprises acceptent de s'impliquer dans une situation de pénurie de main-d'œuvre ou c'est vraiment une philosophie peut-être d'entreprise au-delà de la pénurie qui fait qu'elle s'implique dans un programme comme le vôtre? C'est sûr qu'il y a un impact parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre spécialisée et que c'est facilitant pour nous d'entrer dans les entreprises à cause de ça. Parce que toutes les entreprises nous partagent la même chose. Ils sont dans un manque flagrant de main-d'œuvre spécialisée du type technique de plasturgie, des techniciens en plasturgie. Donc, il y a une facilitation pour nous de rentrer dans les entreprises pour cette raison-là. Il y a plus de 500 entreprises qu'on peut toucher au Québec. Là. Donc, est-ce qu'on va créer un surplus de gens dans les entreprises? Je ne pense pas avant un certain nombre d'années. Merci. Alors, je pense que le temps étant écoulé, on va redonner la parole à Catherine du Capresse qui va pouvoir conclure. Mégane? Oui, en fait, c'est moi qui vais conclure. Merci beaucoup, Marjorie. Donc, je suis désolée de devoir mettre fin à cette période de questions qui, je crois, aurait pu durer encore plusieurs minutes, voire heures. Je voudrais adresser un merci à nos panélistes. Donc, je pense que le nombre de questions témoigne bien de l'intérêt que vous avez suscité auprès de nos participants. Un merci spécial à Marjorie aussi pour l'animation. Merci beaucoup. Et puis, merci également à l'ensemble de nos participants qui étaient là aujourd'hui. Je vous rappelle que le webinaire va être disponible sur le site du CAPRES dans environ 2 semaines. Donc, si vous voulez le revoir ou le partager à vos collègues, ce sera bienvenu aussi. Le dossier du CAPRES, en fait, le CAPRES a publié un dossier sur les stages qui est disponible sur le site web également. On vous invite à le consulter. Et puis, comme Marjorie l'a dit au cours de la présentation, les questions qui n'auront pas été répondues le seront plus tard. Là, il y aura un suivi qui sera assuré auprès de nos panélistes. Donc, merci à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.